Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Et je m'appelle Cédric, je suis votre humble serviteur pour ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et merci d'y être fidèle. Librement Linux est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr, également nous regarder sur la chaîne YouTube de Steve 513v3 et vous pouvez également retrouver l'actualité Linux sur numetopia.fr. Et dans ce numéro, Steve a un style et genre de rien, il en impose dans son billet d'humeur et le courrier des cœurs. Salut. Hey, ça fait trop plaisir. Bonjour tout le monde. Le Tix surgit hors de la nuit tel un manchot masqué. Son nom, il le signe aux rubriques actualité et sortie de la semaine. Salut. Hello. Merci à Enrique de Wave Beach Music pour le générique. Et venez discuter avec nous sur le salon Matrix. Ça s'appelle Librement Linux Podcast. Plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Allez, au programme billets, actualités, dossiers, bulles audio, bref, tout un bon programme. Et nous sommes le dimanche 10 décembre et nous enregistrons à 18h47 et 26 secondes. Ça n'a jamais été aussi tôt, les gars. Ouais, je viens de me lever là, les gars, c'est un peu trop tôt là. Bon, je vous ai ramené plein de souvenirs de l'open source expérience et notamment une bonne crève, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le mais billet. comme ça, t'es raccord avec Steve et moi, c'est pour ça. Oui, c'est ça, j'ai pas voulu vous laisser tout seul, etc. Bon, bref. T'as bien fait. On va enchaîner tout de suite avec le paradoxe du choix, c'est le billet de Steve. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Et ben voilà, c'est à mon tour. Et comme je vous le disais la semaine passée, j'en avais chié pour trouver un sujet. Heureusement que le Tux m'a soutenu un peu pour me permettre de choisir un sujet. Je sais pas, j'hésite entre te remercier ou pas, parce que finalement c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à pouvoir sortir quelque chose de vachement intéressant. Alors c'est parti mon zizi, comme je disais, hein, dans les termes politiquement corrects, hein, je suis une catin qui butine de distribution en distribution. Ouais, je vous mets pas de sous-titres, ça va ? Tout va bien jusque-là ? Ça va. Parce que bon, juste comme ça, en fait, elles sont toutes aussi séduisantes les unes après les autres. Hein. Et puis, ce qu'on fait entre nous, c'est toujours exaltant de faire la découverte d'une nouvelle distribution. C'est vrai, hein. Pourquoi ne pas tester justement ma distribution préférée, c'est-à-dire la Nobara Project ? Quoique, Arch Linux, hein, ça vous permet quand même des belles performances de malade, sitôt qu'on ait réussi à paramétrer tout ça aux petits oignons. Ou alors, éventuellement, pourquoi pas Pop OS, hein, proclamé pour le gaming sous Linux. Mais bon, avant de mettre du mal comme ça au Linuxverse, voici quand même ma thèse. Choisir, c'est très mauvais pour la santé. Parce que des décisions, elles sont pas gratuites. Elles vous épuisent et elles jouent même un rôle prépondérant sur votre état émotionnel. Bref, c'est un investissement de votre temps, de votre personne pour effectuer cette transition. Alors, je vais quand même remettre tout de suite un peu la petite vieille dans le confessionnal au passage. Je vais pas non plus balancer un glavio sur Linux pour autant. Loin de là, hein. Mais cette fois, je m'applique à être quand même l'avocat de tous les nouveaux arrivants dans le Linuxverse, ou même ceux qui ont vécu une mauvaise expérience Linux au préalable. Parce que bon, lorsqu'on fait le calcul, 3 décennies de Microsoftverse, une petite dizaine de versions Windows livrées au public afin de rendre l'expérience de l'ordinateur entre guillemets accessible. Enfin là vous me voyez pas, mais je viens de faire le petit truc avec les doigts qui dit entre guillemets. Ouais. Un renfort de stratégie de communication et même cette volonté non dissimulée d'être suffisamment proche de vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Ah, c'est encore... Oh, pardon. Et après tout ça, comment voulez-vous qu'une distribution Linux puisse séduire ? Bah voilà, ça c'est la question du jour. Linux rime avec le libre et l'open source. Bon, par extension, ça veut dire que Linux vous propose une grande flexibilité, des possibilités de personnalisation, et tout ça c'est sans limite. Et même si c'est encore difficile à le conscientiser, c'est aussi l'un des systèmes d'exploitation les plus populaires au monde, puisqu'il pilote nos serveurs. Mais figurez-vous qu'en plus de ça, ça aussi pilote votre téléphone mobile, je veux dire Android. Parce que bah ouais, Android, aussi étrange que ça puisse paraître, eh bien c'est une distribution qui est basée sous Linux. Si ça c'est pas un peu foufou quand même.
Mais, ouais, parce qu'il y a c'est Linux, mais c'est pas si ouvert que ça. Ouais, voilà. C'est pour ça que je fais un mais, 3 petits points, parce qu'il y a un mais, sinon ce serait trop facile, hein. Linux est également connu pour son trop grand nombre de choix. D'ailleurs, nous en dénombrons approximativement 700 au moment où je vous en parle. On est en 2023, fin 2023 d'ailleurs. C'est un nombre qui est en constante évolution, hein, dû au fait qu'il y a de nouvelles distributions qui arrivent sur le marché, et puis il y en a d'autres qui finissent par être abandonnées, avec chacune naturellement ses propres avantages, d'autres avec des inconvénients. Il existe aussi un large choix d'environnement bureau, hein, qui vous permet de personnaliser l'apparence et la convivialité de l'interface utilisateur. Et ce trop grand choix peut être un obstacle pour les utilisateurs qui peuvent se sentir comme ça très vite perdus face à cette multitude d'options disponibles. Et puis, il faut aussi savoir que Linux était parti avec un handicap à la base, hein, puisque c'était destiné à un public bigleux, boutonneux, avec la peau grasse, certainement coiffé au peigne, avec cette petite raie sous le côté. Et vous savez, ce petit foutu épi qui refuse de collaborer, alors on passe quand même à coup de salive. Quoi, ça te rappelle quelqu'un, c'est ça? Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Mais bon. Mais pourtant, d'ailleurs, si vous ouvrez le livre de photos de classe d'il y a 30 ans, c'est pour les vieux ça, c'est effectivement ce petit con premier de la classe qui utilisait les premiers noyaux Linux, principalement orientés ligne de commande dans le terminal. Donc oui, il y a de quoi avoir peur, hein. Enfin, je parle d'avoir peur de Linux, hein, pas du type, hein. Souvent perçu comme un système d'exploitation trop technique nécessitant des connaissances approfondies en informatique. Des distributions, il y en a à l'appel, hein, destinées aux utilisateurs débutants comme Zorin OS, hein, qui jure à la transition de Windows vers Linux sans vaseline. Facile à installer et à configurer en offrant une large sélection de logiciels préinstallés, tandis que d'autres sont conçus pour les utilisateurs expérimentés ou même professionnels tels que Arc, Gentoo, offrant un maximum de flexibilité et de personnalisation. Et comme si ça suffisait pas de devoir choisir une distribution basée sur Debian ou Arc, il faut aussi choisir l'environnement de bureau. Donc grosso modo, les environnements de bureau, ce sont les logiciels qui fournissent l'interface utilisateur graphique d'un système d'exploitation, GNOME, KDE Plasma, XFCE, LXQT, etc., etc. Bref, quand tu débarques dans Linuxverse, il y a de quoi franchement être dégoûté dès les premières minutes, hein, et tout ça parce qu'on n'y est pas préparé en fait, hein. Bref, il y a un trop grand choix, et ce trop grand choix, c'est un obstacle pour les nouveaux utilisateurs. Alors, est-ce que finalement, ça voudrait dire que ce trop grand choix est vraiment un problème? Moi j'ai envie de vous dire que ouais, quelque part. Parce que vous avez déjà vu, franchement, imaginez, vous voyez votre femme dans Ikea, juste pour pouvoir choisir la collection de couteaux sus mon zob. Ou alors parce qu'elle est en train de choisir la parure de Suibin mouche-taquette. Ouais, voilà. Dites-vous que c'est un peu pareil pour Linux, hein. Les nouveaux utilisateurs se retrouvent face à une telle multitude d'options, et contrairement à votre femme qui finira par remplir le caddie de 2 ou 3 petites choses, comme elle l'avait promis, exposant mille bien sûr, hein, les utilisateurs, eux, ils risquent de se sentir complètement perdus et intimidés, et ils peuvent finir par renoncer à utiliser Linux, pardon. Ouf, j'ai failli dire une bêtise. Et d'un autre côté, le choix peut être aussi une bonne chose finalement, parce que ça peut offrir aux utilisateurs la possibilité de choisir le système d'exploitation qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs préférences. Donc en fait, en fin de compte, il y a le trop grand choix, qui est une question de perspective, et moi, perso, franchement, je vous dis, sur le coup, du moment que je peux me faire un petit repas boulette suédoise à la cafette à la fin, perso, je m'en fous, hein. Ouais, je te rejoins pas. Alors par contre, une petite pensée pour John qui écoutait notre podcast en mode main libre à son boulot et qui ne peut plus depuis que tes billets sont là, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Disclaimer. Qu'est-ce qu'il fait avec son kit main libre? Ah ouais, ok. Voilà. À ce point-là. Ah ouais, il m'a dit non, je peux plus écouter votre podcast. Je suis obligé de mettre les écouteurs parce que j'aime bien, j'adore, mais voilà, c'est un peu gênant quand tu écoutes ça en main libre. Voilà. Donc petite pensée pour John. Trop de choix, tu le choix, ouais, peut-être, mais je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on a un autre souci, c'est lorsqu'un utilisateur veut utiliser Linux, je pense que le problème, c'est l'interlocuteur, celui qui va conseiller celui qui est paumé. Exactement. Voilà. Exactement. Quand t'as quelqu'un qui vient te dire, en fait, tu me conseilles quoi comme distribution? Ah ouais, alors tu veux KDE, tu veux GNOME? Non, il y a un moment, quand on veut conseiller quelqu'un, on va arrêter de tourner autour du pot. Il te faut ça et ça. Point. Terminé. Entre guillemets, on impose. Alors oui, ça va contre-courant du choix, etc. Mais quand quelqu'un ne sait pas comment ça se passe, ne voit pas ce qui se passe, etc., il y a un moment, il va falloir qu'il fasse un choix. Et au lieu de faire un choix, imposez-lui le choix de base. Après, il aura le temps de revenir dessus, de faire des adaptations, des modifications.
C'est pas faux, mais je crois que les gens, en réalité, ce qui les tue certainement, c'est de se dire que s'ils font un choix, ils pensent que ça va être le choix définitif et qu'ils vont devoir justement s'adapter à un univers Linux parce que c'est leur premier truc, alors qu'ils ont absolument pas du tout pensé au long ou au moyen terme en se disant j'ai la liberté éventuellement de changer. Et je crois qu'ils sont vraiment toujours en train de se dire j'ai qu'une seule distribution en tête, j'ai cette version-là et oula, je suis bloqué parce que si je l'aime pas, franchement j'ai autant de chance de retourner sur Windows. Alors qu'il faut vraiment voir peut-être ça de façon un peu plus pour projeter vers l'hypothétique possibilité de changer si on en a envie, quoi. Alors ouais, mais par rapport à ce que tu disais, Cédric, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui vienne demander conseil. Parce que quand tu arrives et que tu te dis j'en ai marre de Windows parce que Windows 11 il ne marche pas sur ma machine, je vais passer à Linux parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps, et que les gens vont sur internet, ils sont un peu perdus quand ils font le tour des sites qui parlent de Linux, avec chaque site qui va recommander sa distribution pour débuter, en disant certains Zorin, d'autres Linux Mint, d'autres Ubuntu, d'autres je sais pas trop quoi. Donc c'est là où en fait l'utilisateur il est perdu. Parce que chacun, déjà on voit tous les trois, on n'a pas la même distribution qu'on utilise tous les jours. Toi, t'es sous Fedora. Actuellement, Steve, tu navigues entre Arch et je sais plus quelle distri. OpenSUSE pour l'instant. Ouais. OpenSUSE, voilà. Moi, je suis principalement sous Linux Mint et j'ai un peu de Debian. Donc déjà, voilà. Et donc nous, on va tous avoir notre recommandation par rapport à ce qu'on connaît nous. Donc c'est ça aussi qui, à mon avis, peut perdre un débutant. C'est que quand il va chercher l'information sur Internet, il a trop de choix de distribution pour débuter. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui te dit débute avec quoi. Il n'y a pas un discours unique qui dit débutez avec celle-là, vous allez pouvoir faire une transition douce avec Linux et vous allez l'adopter. Et après, une fois que vous le saurez, vous pourrez choisir autre chose. Personne ne lui dit ça. Mais c'est normal, ça aussi. Hein. Ce discours-là, en fin de compte, on n'ose pas le tenir, nous, en fait, ceux qui en fait avons une petite connaissance beaucoup plus large. C'est un peu logique. Comment est-ce que tu veux éventuellement aller conseiller Zorin OS, par exemple, sachant que très bien que dans ton esprit, Zorin OS, c'est vraiment un truc, mais vraiment tellement basique, tellement accessible que même toi, en tant qu'utilisateur, tu vas plus jamais y retourner parce que fatalement, t'as dépassé ce cap de débutant façon de parler. Alors bien évidemment, ce que tu vas faire, tu vas dire, ouais, vas-y, cale-toi un petit truc un tout petit peu plus, technique, quoi. Je sais pas, choisis une distribution un peu plus à mi-chemin entre les deux. Alors que effectivement, je crois que comme tu dis, on devrait effectivement lui imposer un choix, en tout cas lui dire, ça c'est vraiment pour débuter, mais surtout, n'oublie pas que tu as le choix d'aller plus loin plus tard. Encore une fois, je reviens sur le fait de dire, les gens, ils sont vraiment dans leur esprit cette idée de se dire, j'ai qu'un seul choix et c'est vraiment celui avec lequel je vais me marier jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Alors, en fait, on a le choix de la distri, on l'a bien dit. Après, il y a le choix de l'environnement. Ouais, exactement. Et là, c'est pareil. On va lui dire, choisis telle distribution parce qu'elle est vraiment simple pour démarrer. Mais après, avec quel environnement? XFCE, GNOME, KDE. Et donc là aussi, il y a un choix. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors moi, je suis même pas sûr qu'entre nous, on soit d'accord pour dire qu'il y a un environnement plus simple qu'un autre pour débuter. Parce qu'ils ont tous leurs points forts et tous leurs points faibles. Et ça dépend aussi de la personnalisation quand on a été faite dans la distribution. Ouais, ça va. Ouais, le choix, tu choix. Et puis une fois que l'environnement a été choisi, après, mais ça on a la même chose sous Windows ou sous Mac peut-être un peu moins, c'est choisir ses applications. Ouais. Quel navigateur internet utiliser, quelle suite bureautique utiliser, quel logiciel de messagerie instantanée utiliser. Il y a tout un univers qu'ils doivent vraiment désapprendre de Microsoft et de toute leur suite qui est directement adaptée proprement, etc. Et ils ont une totale méconnaissance d'un univers qui leur donne vraiment une liberté. Quand on dit par exemple les suites Office, façon de parler, OpenOffice ou que sais-je, qu'est-ce qui peut me remplacer, qu'est-ce qui pourrait me permettre de remplacer Photoshop, ils sont pas tellement au courant de tout ça, donc malheureusement. Non, après ouais, là je te rejoins tout à fait. En fait, les gens ils suivent la majorité. Et le problème sous Linux, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Exactement. Après, c'est un système totalement démocratique, c'est en ça que c'est très bien. Mais les gens, ils aiment bien leur dire, moi en messagerie instantanée, j'utilise Telegram, donc tout le monde utilise Telegram, donc on va utiliser Telegram ou WhatsApp. Les autres, on va les ignorer. Ouais. Tout le monde utilise Discord, pourquoi aller s'intéresser à d'autres solutions? C'est pas faux tout ça. Enfin bon, voilà.
C'est l'histoire des bulles bleues. C'est l'histoire des bulles vertes et des bulles bleues aussi. C'est dire t'es dans quel clan? Ah, moi j'utilise les bulles bleues, d'accord, donc je suis iPhone. Tu vois, c'est un peu comment fait ton camarade. Ah ouais, mais c'est mieux d'être sur iPhone. Ils savent même pas pourquoi, hein. Le mieux c'est d'être sur iPhone. Mais ils en savent de rien, tout compte fait. Ouais, et puis s'ils veulent des bulles bleues ou vertes, je sais pas quelle couleur, sur Android, ben il y a juste à changer la couleur des bulles, hein, c'est tout. Mais c'est bien ça. J'avais eu une discussion sur le salon Matrix de Librement Linux, où alors j'étais un peu fatigué, j'avoue, mais j'étais un peu rentré dans l'art des gens en disant mais pourquoi vous choisissez entre une distribution et l'autre, vous êtes en train de tester plein de distributions, tout compte fait qu'est-ce qui change? C'est la disposition des icônes, parce que tout compte fait KDE reste KDE ou GNOME reste GNOME, le gestionnaire de paquets, donc le gestionnaire des logiciels qu'on télécharge et qu'on installe, ça reste toujours le même truc, hein. C'est soit APT, soit DNF, mais j'ai envie de dire c'est même transparent au niveau graphique, on sait même pas si on utilise du Snap ou quoi que ce soit. Et en fait, ah oui, mais c'est parce que les icônes sont différentes, etc. Et là, t'es en train de te dire, alors soit ils ont la flemme, soit ils ne savent pas comment faire personnaliser leur écran, leur thème, etc. Donc ils préfèrent à la limite tester des distributions. Mais moi, parce que, donc, la commande CP reste la commande CP, quoi, quelle que soit la distribution. Ouais, et on a oublié aussi un élément important au niveau du choix, c'est le thème. Oui. Parce que comme tu dis, KDE, il peut avoir aussi différentes formes en fonction du thème choisi. Ou XFCE, pareil. Donc il y a le thème aussi. Ouais, après, moi, c'est ce qui me séduit aussi sous Linux, c'est qu'on peut personnaliser n'importe quelle distribution à son environnement visuel qu'on veut, à l'environnement visuel qu'on veut. Oui, tout à fait. On peut modifier l'environnement, les thèmes, et puis après, pour être tout à fait honnête, moi j'aime bien démarrer sur une distribution où il y a très peu de logiciels installés, comme ça je choisis les applications que j'installe. Alors il y a Debian en version network où il y a très peu de choses installées. Ouais. Mais là tu démarres from scratch. Après tu as Ubuntu, aujourd'hui il propose dans les nouvelles versions, donc la 23.10 et la prochaine, où en fait il y a l'installation par défaut se fera quasiment sans logiciel. Il y aura juste les outils système et le navigateur internet. Après il faudra installer les logiciels qu'on veut utiliser. Et c'est pas mal, je trouve. C'est pas Ubuntu qui proposait également des bureaux qui ne seraient pas modifiables? Si, ils sont modifiables les bureaux. Non, mais je crois que les prochaines versions, ils sont en train de réfléchir à des bureaux non modifiables en version live où quand tu fermes ta session et tu la réouvres, tu retombes sur le bureau, j'ai envie de dire, initial. Ah, mais ça, en fait, ça existait déjà puisque tu avais un bureau par défaut, je crois, un truc comme ça. D'accord, ok. Dites, je vous interromps, mais vous savez que c'est la première fois de ma vie que ce billet d'humeur, il est aussi, il prend autant de temps, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je dis ça, c'était comme ça. Non, mais c'est parce qu'on avait des choses à dire, tu vois, t'as ciblé juste. Ouais, je vois ça. J'en ferai pas 10 comme ça, les gars. Bon, c'est pas que le dossier gaming va passer sous... Sous la trappe, non. Non, il n'y a pas de risque. Bon. Allez, bon, bah écoutez. Donc ne manquez pas notre dossier gaming à la fin de cet épisode, également la bulle audio, la météo de la sécurité. Mais tout de suite, on enchaîne sur les actualités animées par le Tux. Librement Linux. À vous, Cognac. L'actualité. Et tu... Ah ben... Et oui, tu vas m'interroger. En fait, voilà, c'est ça. C'est que cette semaine était une semaine bien occupée pour toi, où tu es allé à un salon, je crois, qui s'appelle l'Open Summit à Paris. Ouais, l'Open Source Experience 2023, troisième du nom. Où en fait c'est un salon où tous les acteurs du libre, de l'open source se réunissent pour échanger, pour montrer des petites nouveautés, etc. Il y avait également des conférences, plein de conférences, jusqu'à 5 conférences de manière simultanée. Je vous rassure, je suis pas allé aux 5 en simultané, mais ça faisait quand même un programme chargé. J'ai assisté à 8 conférences et j'ai fait à peu près le tour du village associatif de long en large en travers, les exposants également un peu plus pro dans l'allée centrale, et je suis allé également voir le SIDO qui était juste à côté. Bref, donc un grand tour, en effet, au niveau ce que j'ai retenu. Alors, au niveau village associatif, on a retrouvé évidemment les acteurs du libre qu'on connaît tous normalement, Framasoft, l'April, voilà les grands acteurs du libre, de la promotion du libre en France, mais également LinuxFR, qui fêtait leurs 25
5 ans. Les gars, votre bière était délicieuse, voilà. Mais également des solutions qu'on connaît comme Apache, PHP, Drupal, Mozilla, Firefox, donc les représentants des antennes françaises. Et également, juste de préciser, Drupal, c'est qui ? c'est un framework qui s'appuie sur du PHP pour... en fait, c'est le concurrent de... comment ça s'appelle ? WordPress. Merci. Merci. Et également des associations qui font la promotion, je vous ai parlé de l'April, mais également la Mouette qui fait la promotion de LibreOffice en France. Voilà, on a rencontré avec John, oui, j'ai fait mon excursion avec John de Parlons Linux. On a fait le tour également des stands plutôt entreprises. Donc on a rencontré les représentants en France de Red Hat. Voilà, on a discuté de CentOS, des choix de Red Hat, etc. J'ai cru comprendre qu'il y avait un partenaire de choix qui s'appelle Microsoft. Alors, je vous rassure, il n'y avait pas de salon Microsoft, il n'y avait pas de stand Microsoft. Ils ont fait que deux présentations, une le mercredi et une le jeudi. Je vais vous rassurer aussi, j'ai pas assisté à ces présentations. Non pas parce que c'était marqué Microsoft, mais parce que j'en avais d'autres qui étaient plus intéressantes. Voilà. On a rencontré les gens de Passbolt, on a rencontré je vous ai dit les gens de XWiki, on a rencontré Eviden également, on a rencontré des gens de MariaDB, on a rencontré plein de gens, les créateurs de Open Food Facts, vous savez, la base de données communautaire libre sur les produits alimentaires, tout ce qui est Nutri-Score, composition, etc. Ils ont plein de projets en tête, plein de nouveaux projets qui sont déjà, il y en a certains qui sont déjà sortis et d'autres qui sont en cours de développement. On a rencontré également la team Vidéolan. Vidéolan, c'est ceux qui font entre autres VLC. On a vu mes aïeux. Je pense que ça va cartonner en 2025 pour 2024 déjà, pour Vidéolan. Déjà, ils vont sortir une nouvelle version de VLC qui va intégrer... Ah, ça y est, elle arrive enfin. Oui, ça y est. Donc, il la prévoit là pour janvier ou février. Ça va intégrer il va y avoir un petit serveur web qui va proposer une interface web et depuis n'importe quel périphérique, on pourra exploiter le VLC à distance avec une belle interface, etc. Donc là, ils nous ont fait la démo entre un iPhone et un Android. Ça marchait super bien. Donc ça, également, c'est la version 4 ou 4, ce sera la version 4, oui, tout à fait. D'accord, parce que c'est pas un produit séparé où ils ont dit non, on fait ce un sera intégré à VLC. C'est intégré directement à VLC, d'accord. Donc ils vont d'abord le proposer sur Android et sur Windows Linux de mémoire. Et voilà, donc c'est bientôt, là, premier trimestre 2024. Ils n'ont pas voulu ça. Au niveau des associations ou des fondations que tu as rencontrées, est-ce qu'il y a aussi d'autres qui ont annoncé des sorties et que tu as pu voir des produits qui... Alors je vais finir sur Vidéolan parce qu'ils en ont eu ils ont fait un deuxième coup et j'avoue j'ai été un petit peu long à la réaction. J'ai mis 24 heures avant de percuter. Ils présentaient un grand écran avec un jeu de voiture. Je fais mais Vidéolan, vous faites pas des jeux? Et là, comment dire, il me présente un truc où j'étais pas du tout prêt. Vous vous souvenez de Google Stadia? Ouais. Oui. Quoi, le cloud gaming chez Vidéolan. Alors, ils ne vont pas proposer du cloud gaming, ils vont proposer une technologie. Alors, pour se moquer, ils m'ont dit qu'ils proposaient une technologie qui permettait d'avoir des temps de latence négatifs. Non, je vous rassure, ce ne sera pas des temps de latence négatifs. Mais ils vont proposer une technologie qui va tout déchirer. Donc là, ils sont en discussion, ils n'ont pas voulu me dire avec qui, mais ils sont en discussion avec pas mal de grosses entreprises qui pourraient utiliser leur moteur. Donc l'avantage, c'est que le jeu s'exécute sur un serveur distant et il faut que ça vous envoie les images sur votre appareil pour pouvoir jouer. Donc il faut avoir des temps de latence qui sont extrêmement courts. Donc ça, ils ont réussi à le faire. Et l'autre avantage, c'est qu'ils vont s'appuyer sur des technologies ouvertes et en fait, il n'y aura même pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ce sera directement accessible dans le navigateur et sur n'importe quel périphérique, que ce soit iPhone, Android, PC, Mac. Donc je pense que celui qui est en train de nouer le partenariat avec Vidéolan, ils vont cartonner. Tu nous parlais aussi de conférences. Y a-t-il des conférences qui t'ont particulièrement marqué? C'était des tables rondes? C'était des présentations? Non, c'était essentiellement des conférences. J'ai pas assisté aux tables rondes. On a eu des présentations sur l'OpenStack, technologie en vogue actuellement, présentée par Vortex. Également Maxime Besson, qui fait partie de Vortex, qui nous a plutôt présenté son point de vue en tant que libriste et développeur sur comment concilier le logiciel libre
libre et les besoins pour une entreprise, donc sans perdre son âme de libriste. Donc il nous a démontré comment forcer la main d'une entreprise pour dire non, mais investissez dans l'open source. Voilà. Ah ouais. Ouais. Également David Pilato de Elasticsearch, qui est un des moteurs de base de données non persistants. Donc lui, il a mis plutôt l'accent sur comment il s'est reconverti dans les projets open source et surtout comment il s'est investi et comment ça l'a propulsé au niveau professionnel. Concrètement, il s'est mis à produire du code, à le partager et là, ça a été une explosion de joie. Donc en fait, son leitmotiv, c'est de dire partager. Voilà. Mettre un mot partager. Voilà, ça nous a boosté avec John, voilà. Et XWiki, mais pas forcément d'annonces trop nitruantes. On a également assisté sur la base de données et la cybersécurité. Donc ça, c'était Eviden et MariaDB qui nous montraient comment protéger sa base de données MySQL. Voilà. Chiffré. Pardon. Dans tout ça, qu'est-ce qui a été pour toi le temps le plus marquant de cette visite qui a duré 2 jours, je crois que c'était 2 jours le salon? Ah ben c'est les cadeaux de LinuxFR pour les 25 ans. Ouais, pour les 25 ans. Évidemment non, la bonne humeur, la bonne humeur générale. J'ai envie de dire les entreprises. J'ai oublié aussi En fait, on allait dans les stands même des professionnels. Là, je pense à Easy Eat qui fait la promotion d'un logiciel qui s'appelle Zig. J'ai oublié son nom. Bon bref. Et franchement, il était dans l'échange. On était vraiment dans l'échange. C'était bienveillant tout ça. Voilà, il y avait pas forcément de je veux te vendre un truc. Donc c'était très plaisant, de manière générale, c'était très 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 plaisant. Et beaucoup de rencontres très très motivants. Et au niveau des majors de l'open source, je pense Mozilla, LibreOffice et tout ça, y avait-il des choses intéressantes à ce niveau-là? Alors non, Mozilla, malheureusement on va en parler dans quelques instants. Non, je sais plus si on doit en parler. Oui, on va parler dans quelques instants. Non, il n'y a pas eu d'écho là-dessus. Il n'y a pas eu du tout d'écho là-dessus. C'était en plus, ils étaient du côté associatif, donc c'était pas en tant que major principal, ils étaient vraiment représentants associatifs. Donc non, pas d'annonce précise. Et puis c'est tout. Excuse-moi. Et pour conclure ce résumé du salon, y a-t-il un produit que tu as découvert que tu ne connaissais pas avant, qui t'a marqué, que tu te dis ah ça c'est génial, je vais l'utiliser maintenant sur ma distrib? Oui. Je vais en avoir même 2, j'en ai pas qu'un, je vais en avoir 2. Il faut que je me penche énormément sur OpenStack. On me l'a bien vendu, tu vois. Alors, ma trouille, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu, il faut être vraiment geek, vraiment technique pour pouvoir déployer de l'OpenStack. Mais ça, c'est plutôt dans un monde professionnel. Voire même personnel, pour s'amuser. Personnel, ah ouais. Ouais, pour s'amuser, tout à fait. Généralement, je le fais vraiment pour m'amuser. Et pareil, tout ce qui est métrique, surveiller des serveurs, surveiller les versions des logiciels, etc. Il existe des solutions open source qui sont même d'ailleurs connectées aujourd'hui sur les fameux CVE, vous savez, le truc sécurité, et qui sont capables de vous dire attention, il y a des CVE qui viennent d'apparaître et vous avez telle et telle machine qui sont susceptibles d'être impactées par cette CVE. Et t'as un nom à nous donner? Pardon? T'as un nom à nous donner Oui, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de me le remémorer. Et j'ai un gros trou de mémoire, je suis désolé. C'est pas Grafana par hasard? Non, c'est pas Grafana, et j'ai un gros trou de mémoire, alors j'ai la plaquette en plus, je vais simplement... Ah, ça y est. Donc, c'est Zabbix, pardon. Zabbix, d'accord. Ouais, Zabbix. Et c'est disponible donc sur internet en open source. Il suffit de demander un lien de téléchargement. Donc c'est simplement là pour vous capter, pour savoir si vous êtes intéressé. Mais voilà. D'accord, il n'est pas encore présent sur les dépôts de vos distributions favorites. Oui, tout à fait. Génial. Bon, je te remercie pour ce résumé de 2 jours de folie. Ah oui, de folie. Franchement, je ne regrette pas. C'est à recommencer. Prochaine excursion, ce sera FOSDEM en février 2024. Donc cette fois-ci, on migrera du côté de chez Steve, à Bruxelles une fois. Allez. Voilà. Donc pareil, toujours avec mon pote John. Et vous pouvez retrouver nos interventions vocales sur Parlons Linux et s'informer sur la tech. Voilà, ça c'était l'autopromo.
Très bien, merci. Je t'en prie. Et tu vas nous parler de la fin de Firefox, Lotux. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Oula, oui, en fait, c'est le titre vient d'un résumé d'un article de développé.com qui dit que Firefox serait au bord du gouffre avec une part de marché qui dégringole vers le seuil critique de 2%. Alors pourquoi d'abord le seuil critique 2% ? En fait, il faut savoir que certaines administrations, notamment l'administration américaine et l'administration anglo-saxonne Royaume-Uni, n'assurent pas le support de leur site pour des navigateurs qui auraient moins de 2% de part de marché. Et dans son relevé de novembre, StartCounter montre que Firefox, il descend et pour l'instant il est à 3%, mais la tendance elle est descendante. Donc d'où la sirène d'alarme. Attention, Firefox dégringole en termes de part de marché et c'est inquiétant parce que ça veut dire que certains sites gouvernementaux dans le monde ne pourraient plus supporter. Alors vous allez me dire c'est que des sites gouvernementaux, mais ça serait dommage qu'il ne reste plus que Chromium. On en a parlé dans un dossier il y a 2 épisodes je crois, comme moteur pour naviguer sur internet, et donc j'inviterai tous nos auditeurs, nos millions d'auditeurs de 630 s'il te plaît, 630 630 millions, d'accord. de réfléchir et s'ils n'ont pas fait le choix de Firefox, peut-être de retester, d'installer Firefox et de revenir à ce navigateur-là pour qu'il y ait un peu de diversité dans ce monde de brut. Sinon, je pense pas que Firefox va disparaître comme ça. Derrière, il y a quand même des choses qui pourraient faire que Firefox reprenne un peu de poil de la bête. C'est que dans les prochaines versions de Windows, à l'installation, on devra choisir son navigateur par défaut et ça sera plus imposé. Donc peut-être que les gens auront une tendance à cliquer de temps en temps sur Firefox et non pas que sur Google Chrome ou sur Microsoft Edge. Voilà. Donc attention, il faudrait que les gens se mobilisent pour utiliser à nouveau un peu plus le navigateur de Mozilla. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi les sites gouvernementaux ne supporteraient plus Firefox dans le développement de leur site ? Je croyais que c'était fini depuis les années 2000, cette histoire de ce site a été développé spécifiquement pour Internet Explorer. Alors déjà, c'est pas tous les gouvernements, parce qu'on parle principalement là. Anglo-saxon, oui. C'est principalement anglo-saxon, donc européen, je pense pas. Surtout qu'en plus, dans l'administration française et je crois aussi à Bruxelles, le navigateur utilisé et installé par défaut sur les PC gouvernementaux, c'est Firefox. C'est pas ni Mozilla ni Microsoft Edge. Après, les gens peuvent utiliser ce qu'ils veulent, mais c'est celui-là qui est installé par défaut. Après, aujourd'hui, on revient aussi sur un truc. Aujourd'hui, tout est développé en HTML. Et si on respecte la norme HTML, pourquoi ça ne marcherait pas plus aussi bien sur Firefox que sur Microsoft Edge ou sur Google Chrome ? Et c'est ça en plus le danger. C'est parce que si c'est développé en HTML, en effet, il n'y a plus d'histoire de dire je développais pour Firefox ou Chrome. Par contre, à l'inverse, et c'est ça qui risque d'être dangereux, c'est s'il ne reste plus que Chrome, qu'est-ce qui imposera à Chrome de respecter la norme ? Ou, même ce qui est pire, qu'est-ce qui empêchera Google de faire sa propre norme ? C'est ça. Faire ce qui l'arrange. Mais c'est déjà un peu ce qu'ils ont fait en prenant de plus en plus de place au W3C, où justement aujourd'hui on a un contre-pouvoir avec Firefox qui rééquilibre les débats, sinon c'est Microsoft, Google et les gros acteurs, les GAFAM qui sont à la table du W3C face à des gouvernements qui eux n'y prennent rien techniquement de toute façon. Et comme tu l'as remarqué dans un précédent podcast, c'est pas une histoire en plus de temps d'exécution, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, le temps d'affichage d'une page est équivalent quel que soit le navigateur. Donc, en tant qu'utilisateur, posez-vous la question, pourquoi je vais m'embrigader sur Google Chrome, le truc qui est bourré de pisteurs, de trucs pour vous insérer de la pub, et ne surtout pas faire ce que vous voulez faire. Par exemple, bloquer la pub, ça vous dérange pas de dire, moi je veux pas avoir de pub sur un site ? Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est le choix de l'éditeur de publier de la pub. Non, en fait, vous avez pas compris. Vous avez le choix d'afficher ce que vous voulez. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc, gardez ce choix, gardez cette possibilité. Donc, franchement, conseil, allez sur Firefox.
Firefox. Moi, le seul cas où je n'utilise pas Firefox, c'est parce que j'utilise une API Google pour faire de la reconnaissance vocale et le transcrire en texte. Donc évidemment, c'est hyper ciblé. Mais tout le reste du temps, je pars sur Firefox et je vois pas où est le problème, en fait. Je reviens aussi sur le fait des sites de gouvernementaux. En fait, comme tu disais, on utilise des API qui sont disponibles sur Internet pour proposer un certain nombre de services. De plus en plus d'API sont hébergés par les GAFAM. Et on voit aujourd'hui avec l'exemple YouTube, si on n'utilise pas un moteur Chromium, on va être bridé pour lire ces vidéos YouTube. Alors là, c'est plutôt dans notre intérêt puisque comme ça, on n'a pas la pub. Mais quand on utilise Firefox, on a une pub qu'on peut faire disparaître. Mais on voit bien aussi qu'aujourd'hui, les API sont optimisées par rapport à un certain moteur de rendu. Et donc, derrière, ça ferait des sites qui seraient plus consultables si on ne peut pas accéder à ces API. Ouais. Bon, en Belgique, vous avez rien à craindre. Vous êtes encore sur Internet Explorer, de mémoire. Ouais, on est sur Netscape, nous. Attention, hein. On n'est pas sur Microsoft, on est sur Netscape. Alors, doucement. Hein. Et ça tourne. Comment faire passer les gens pour des attardés? C'est hallucinant. Ça marche, en plus. C'est clair. Très bien, merci pour ces infos. On vous a écouté, on a évité de parler de Microsoft, on a évité de parler des GAFA. Non, en fait, on s'en foutait de vos remarques, c'est simplement qu'on n'avait rien d'autre à dire. Voilà. Très bien, on va passer tout de suite au bulletin sécurité. Librement Linux, Votre Logitech a été mise à jour avec succès. la météo sécurité. Et avant de commencer ce bulletin météo sécurité, n'hésitez pas à réagir sur le salon Matrix, Librement Linux podcast. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a pas de gêne. Du moment où c'est pas méchant, où c'est pas gratuit, il y a pas de problème, vous pouvez dire ce que vous pensez. Voilà. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur notre répondeur. Yes, Steve Steve, attend vos mots doux. Voilà, Les mots attends doux, vos mots doux. Je pense qu'il les garde pour lui. En fait, j'ai fait une collection, là, je fais une compilation, là, et et je me mets ça dans les oreilles avant de m'endormir. Voilà, quoi. C'est ça. Non, mais vous avez une question technique, une remarque, voilà, n'hésitez pas. Ou juste nous dire que vous nous aimez bien. Oui, et il y en a beaucoup qui se connectent. Enfin, on a 33 personnes aujourd'hui dans le salon et qui nous disent, ça fait un moment que je vous écoute, c'est génial, continuez. Merci à vous, merci. Voilà, on lit tout, même les critiques constructives, on les lit. Il y a vraiment Et pas de vous problème. n'imaginez pas, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais assez. Je veux dire que on a beau entendre effectivement, on aime ce que vous faites, ceci, cela, ça nous nourrit chaque jour et donc n'hésitez pas. Voilà, merci. Oh, comme c'est beau. Comme c'est beau. Bon, les pirates aussi, non, les bugs nous aiment. Et je vais vous en sortir deux. Deux qui vous intéressent si vous tenez un site internet, vous l'avez sûrement fait avec ce fabuleux CRM qui est WordPress, pardon. Et on a une publication d'un bug qui est sorti le 7 décembre 2023 qui concerne toutes les versions de WordPress antérieures à la 6.4.2 et qui inclut des soucis notamment dans les zones commentaires. Les zones commentaires permettraient de faire beaucoup de mal à votre CRM et notamment s'introduire dans votre système et prendre le contrôle de l'ordinateur. Ouh, ça fait mal. Ouh. Concrètement, il y a 2, 4, 6, 7 bugs fixes, donc mettez à jour votre CRM WordPress. Connectez-vous dessus, allez dans la partie administrative et faites update. Et pour les plus malins, faites un script qui fait un auto-update. Alors ça, c'est magique. Il n'y a même pas besoin de faire de script avec WordPress. Aujourd'hui, par défaut, module. On peut mettre automatiquement le corps se met automatiquement à jour. Et pour les plugins et les thèmes, il faut que vous activiez sur chacune de vos plugins et vos thèmes la mise à jour automatique. Et comme ça, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Il regarde régulièrement 1 à 2 fois par jour s'il y a des nouvelles versions et il les installe automatiquement. Donc, aucune raison de ne pas le faire. Faites-le, par pitié, faites-le. Voilà, ça venait du fond du cœur. Donc cette vulnérabilité c'est fait, on va passer à la suivante et la suivante. Ah oui, on était jaloux dans le monde libre, on était jaloux de cette couleur bleue qui s'affichait quand il y avait un bug. Ben ça y est, Systemd l'a fait pour nous. Je sais pas si je dois me réjouir ou si je dois pleurer. Ouais, alors moi si on peut pleurer parce que je me dis mais quelle idée ils ont eu de faire un blue screen de la mort comme on l'appelle. Surtout que je trouve ça complètement débile. Alors pour ceux
ceux qui sont pas au courant, Systemd, donc c'est le système qui gère les services au démarrage, les programmes au démarrage et qui coordonne tout ça. Et donc Systemd, dans sa nouvelle version, la 255, oui, ça doit être ça, va avoir un truc qui ressemblera à un blue screen de la mort de Microsoft, que ce sera version Windows, version Linux. Il y aura évidemment un message d'erreur, plus un QR code à scanner pour vous rediriger automatiquement sur le site qui parlera de cette erreur. Alors si c'est comme Windows, ça sert strictement à rien, les gars. Ouais, quoi, j'allais dire, ils ont pompé parce qu'en plus, il y a quelques IHM qui traînent. Si vous recherchez sur Internet, vous verrez à quoi ça ressemble. Ça fait franchement penser à celui de Windows. Je précise juste que pour l'instant, c'est qu'à titre expérimental qu'il a été inclus. Ouais, concentrez-vous sur autre chose, les gars. De beaucoup plus intéressant. Mais attends, le Tux, t'as souvent le système qui plante ? Non. En fait, même j'ai ma station Linux, c'est très très rare qu'elle plante. Et si elle plante, c'est pas le système D, c'est parce que j'ai fait des conneries dessus. Ouais, généralement c'est plus l'interface graphique ou des choses comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Non, sinon c'est très rare. Bon, voilà, c'était plus un billet d'humeur en disant mais qu'est-ce que vous nous faites, les gars ? Après, pour être honnête, sous Windows, c'est un peu pareil. C'est très très rare aujourd'hui que j'arrive à faire planter mon Windows. Ben moi aussi, parce que vu que je l'utilise plus, c'est très rare quand j'arrive à le faire planter. Voilà, ça c'est fait. Allez, next. Ouais, next. J'ai perdu le conducteur, les gars. Ah oui, non, on va passer tout de suite. Le dossier. Oh, on a le temps de faire le dossier, les gars. Et... c'est la classe. Librement Linux, le dossier. Je devrais refaire les jingles quand je suis malade, comme ça me fait une voix plus caverneuse, tout ça. Alors, si je parle des 3 petits cochons, non, c'est 3 systèmes d'exploitation Linux qui sont axés sur les jeux surpassent Windows 11 dans les tests de performance de jeu. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je suis passé à côté, Steve. Eh ben oui, non, t'es pas passé à côté. En fait, oui, peut-être que t'es passé à côté. Si vous êtes gamer ou pas du tout, vous, Cédric, c'est le Tux. Ah oui, moi je suis gamer, je fais du bash tous les jours. Ouais, j'aime bien m'amuser avec. Et toi, le Tux ? Ouais, un petit peu, mais sans plus. Ben, en fait, et fais pas tomber le micro. En fait, si vous voulez, c'est en fait Tom's Hardware qui a relevé simplement l'info. Donc Computer Base fait simplement un petit benchmark. Il a voulu simplement opposer Windows 11, donc le 11, et le mettre en face de 3 challengers, donc en l'occurrence Arch Linux, Pop OS et Nobara OS. Et ils ont choisi donc une série de jeux pour pouvoir voir si finalement les performances étaient valables. Et tout ça naturellement avec un seul et même matériel, donc c'est-à-dire un Ryzen 7 5800, et puis voilà quoi. Et ils ont réinstallé systématiquement ou ils ont pris 3 machines identiques ? C'est une excellente question. Merci. Ok, alors vas-y. Donc résultat des courses. Résultat des courses, en fait, il se trouve que Windows 11 se fait complètement torcher le cul, quoi. Mais vraiment, il y a qu'un seul jeu sur lequel Windows 11 maintient la tête hors de l'eau, c'est avec Ratchet & Clank, le tout dernier titre en date. Mais sinon, Forspoken, Cyberpunk 2077, j'ai bien dit 2077 et pas 2077, Starfield, etc. En fait, ces jeux tournent, mais vraiment mieux, et beaucoup mieux même, sous une distribution Linux, et ce, malgré le fait qu'on utilise une couche Proton, et ce, malgré le fait qu'en fin de compte, on utilise éventuellement aussi les dépendances Wine, etc. Et que des pilotes soient pas forcément adaptés, que... Par défaut, comme c'était en fait une carte graphique, une RX 6700, par défaut, ce sont des pilotes open source qui sont intégrés directement sur Linux, donc là, de ce côté-là, pas de souci à proprement parler, mais voilà, tant et si bien que le seul qui a vraiment peut-être eu du mal à pouvoir maintenir tout ça, c'était Pop OS, manifestement, alors que Nobara... c'était de la... Bon, oui, ok. Alors que Nobara et Arch Linux, carrément, ils se frottent un peu les mains, quoi. Donc on a des performances de malade. Moi, il y a un jeu Microsoft que j'adore, ça s'appelle Minecraft. Tu vas me suivre Cédric sur la fin. Si tu m'avais parlé de Tetris, à la limite, oui, encore que, mais... Non, le Tetris, c'est pas Microsoft, mais Minecraft, ça a été racheté par Microsoft. C'est pour ça que tout à fait. Mais je pense que de toute façon, de ce côté-là, Minecraft ne se fait pas du mal non plus. Enfin, autant que je... Et comme c'est un jeu très gourmand en ressources graphiques...
J'ai pas de doute. J'ai jamais testé moi personnellement, et naturellement, les tests n'ont pas tourné autour de Minecraft. Mais voilà quoi. Alors moi j'avais lu aussi un truc, c'est qu'en fait, si on comparait Windows 10 et Windows 11 sur les jeux, déjà Windows 11 est à la ramasse. Carrément. Ouais, donc c'est peut-être pas étonnant que par rapport à des distributions Linux, il soit aussi à la ramasse, puisqu'il est même à la ramasse dans son environnement Windows. Ouais, c'est possible aussi, mais c'est vrai que, maintenant, quand on dit à la ramasse, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour les gamers? Est-ce qu'on a vraiment une perte significative de 10, 20, 30 FPS sur un jeu? Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, ici, tu veux dire que tu passes de 25 images par seconde à 2 images par seconde? J'en sais rien. Non, puis il y a un autre truc. Il y a un autre truc. À l'époque, je me souviens quand on lançait un jeu, il fallait qu'on modifie un fichier qui s'appelait config.sys et autoexec.bat. Oui. Et le jeu se lançait, j'ai envie de dire, from scratch au démarrage de l'ordinateur. Exactement. Donc il n'y avait pas cette surcouche graphique, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me souviens à la sortie de Windows, c'était quoi, XP, Aero, ça vous dit quelque chose, l'interface Aero? C'était quelle version de Windows? Oui, c'était alors on en a parlé il y a quelques semaines. C'est Vista. C'est Vista, ouais, c'est Vista. Les machines étaient tellement à la ramasse avec ce module Aero qu'il fallait tout désactiver pour avoir un semblant de fonctionnalité opérationnelle sur Windows. Maintenant, t'associes les deux. T'as un truc qui va te bouffer des performances parce que c'est joli le menu en transparence avec les effets de 3D, les machins. Mais putain, tu vas dans le menu démarrer, tu lances ton programme, j'ai rien à foutre que ce soit transparent ou pas. Et derrière, tu lances ton jeu, donc déjà, le système d'exploitation, il va te prendre déjà 15% des performances, et de suite, tu vas lancer le jeu. Mais un PC de famille, je vous rappelle qu'il y a Tata Janine qui a installé ses programmes, il y a machin qui a installé également ses programmes, puis il y a l'antivirus, plus l'antivirus qui est offert, plus l'antivirus que l'oncle Joey a installé. Donc en fait, t'as 4 antivirus qui va te bouffer également 50% des ressources. Donc en fait, tu vas te retrouver avec une machine déjà amputée de 50% de performance. Et là-dessus, tu vas réessayer de lancer des jeux. Enfin, stop. Je comprends pas pourquoi on essaye de faire fonctionner des trucs sur des machins qui fonctionnent pas, alors que Linux, ça marche. Tu lances le jeu, les ressources sont entièrement allouées, et en plus, tu peux même optimiser parce qu'il y a rien qui est fermé, il y a rien qui est propriétaire. Pourquoi les éditeurs, les développeurs ne donnent pas un coup de pied au cul? Il est où leur intérêt? Après, ils vont dire, ouais, mais le nombre de joueurs est important sur Windows, c'est là où on fait notre beurre. Alors attendez les gars, c'est pas là actuellement que vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas développer également sous Mac parce qu'il y a un marché juteux? Posez-vous la question s'il n'y a pas un marché juteux sur Linux et en plus vous vous ferez 10 fois moins chier. Enfin voilà, c'est simplement la remarque que je fais. C'était le coup de gueule de Cédric, ça. Steve, toi qui es un gros gamer, aujourd'hui, au niveau des distributions, est-ce qu'il y en a certaines que tu déconseillerais pour faire du jeu? Je dis pas de celles que tu conseilles, mais celles que tu déconseillerais. Très honnêtement, non. C'est ça le truc en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas vraiment une distribution sur laquelle je me suis dit oh non, c'est pas jouable. Si, fatalement, les plus exotiques, je parle de Open Killing ou un truc comme ça, des trucs made in China bien sûr, mais franchement, des plus populaires, il y en a quasiment, franchement, il y en a pas. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, j'ai pas de distribution à vous dire fouillez, que du contraire, chacune des distributions que j'ai eu l'occasion de tester, elles me donnent quand même des performances qui sont carrément au-delà de ce que je suis en train de me faire sur un Windows, quoi. Mais vraiment, donc voilà. Alors moi, j'apporterai une précision, c'est que aujourd'hui, sur des jeux modernes qui sortent, qui ont été validés par ProtonDB sous Linux et tout ça, en effet, on a très peu de problèmes et ça marche plutôt bien, en tout cas dans celles auxquelles j'ai joué. Par contre, dès qu'on ressort des vieux jeux qui fonctionnaient très bien sur Windows et qu'on essaie de les jouer sous Linux, c'est un peu plus aléatoire. Donc la rétrocompatibilité, elle n'est pas tellement assurée. C'est vrai. Il y a certains, en fait, les couches Proton ont du mal. Effectivement, ils vont se concentrer essentiellement sur les jeux qui sont d'actualité. Donc, bien évidemment, ils ne vont pas nécessairement faire du rétropédalage et aller voir si finalement un jeu qui tournait en 2010 est toujours aussi, pourrait être performant, si pas mieux sur Linux. Mais on va quand même redescendre, on va quand même aller... Je parle même pas de performance, moi, je parle juste de jouabilité, de pouvoir le lancer, quoi. Et en fait, si tu veux, quand tu prends Proton Up Qt, qui est en fait une application qui te permet effectivement de soit lancer Proton, soit Proton GE, il y a d'autres types de Proton, j'ai plus les noms en tête, mais en fin de compte, certains sont vraiment spécialisés pour pouvoir te permettre de jouer et de faire tourner des jeux qui anciennement tournaient sous DOS, par exemple. Je fais allusion, par exemple, à tous ces jeux comme
les premiers Quake, les tout premiers Doom aussi, pardon. SimCity, Ouais, mais Transport alors, là, Tycoon. Why not, pourquoi pas, ouais. Ouais, mais alors là, moi, le problème que j'ai là-dessus, par exemple, tu parlais de, alors c'est pas Transport Tycoon, c'est le truc de parc à thème Icon, là, je sais pas quoi. Ouais, Tycoon, machin, En fait, ouais. quand tu le lances sous Linux, t'as un mode fenêtré de merde, tu peux pas vraiment l'adapter à ton écran, quoi. C'est un peu la galère quand même. Bon, en même temps, c'était des jeux qui tournaient peut-être en 640, 480 de l'époque, tu vois. Donc, Ouais, mais le mode fenêtré, quand tu l'as sous Windows, ça s'adapte. C'est à peu près nickel. c'est pas faux. Même si derrière la résolution, elle est à chier, on est d'accord. Mais tu peux quand même y jouer. Sous Linux, ta fenêtre, elle est complètement déformée. En plus de ça, tu peux même pas faire basculer avec ton bureau parce que le truc, il est fait d'une manière assez bizarre, quoi. En multiplan en 4K, ça devrait être génial, ça. Donc moi en fait j'aime bien quand les jeux sont remasterisés parce que là en effet et la couche Proton le prend en charge et voilà, mais quand on est sur des vieux trucs par exemple Baldur's Gate sous Linux, les premières versions, je parle des années 2000 hein, Je crois que c'est jouable, mais je sais pas si... c'est jouable, mais le mode fenêtré en fait tu as un beau carré C'est pas fou. avec des bandes noires de tous les côtés, quoi. Tu te dis c'est quand même on fait mieux, quoi. Ouais. Après, en même temps... Et je suis déçu, t'as pas fait de test de la distribution FreeDOS. Qui ça, moi? Oui. Tu connais? Mais c'est l'alternative du DOS de 1990, c'est ça, non? C'est ça, en fait, Microsoft a abandonné le DOS au profit de la techno Windows NT, donc il n'y avait plus de DOS, et en fait, une communauté a créé FreeDOS pour prendre le relais, mais en version open source, pour continuer à faire tourner les anciens programmes qui fonctionnaient sous DOS. Donc maintenant, voilà la FreeDOS. réponse. Voilà la réponse pour Baldur's Gate. Bah voilà. Et j'ai encore une question. Quelle est la config, à ton avis, en Intel, AMD, Nvidia, Cyrix. AMD Bah écoute, en fait, qui fonctionne le mieux sous Linux? il y a beaucoup de blabla autour de ça. Le gros problème, c'est en fait le côté open source des pilotes pour Nvidia. Alors maintenant, il faudrait quand même confirmer tout cela, mais tous les processeurs, enfin tous les chipsets qui étaient basés sur le chipset Pascal de chez Nvidia, donc je fais référence à tout ce qui était les 1000 quelque chose, donc 1060, etc., manifestement rencontraient quand même pas mal de problèmes pour en tout cas donner le meilleur de son potentiel. Je dis pas que c'était pas compatible, je veux dire par là que les pilotes n'étaient pas nécessairement optimisés pour vraiment donner quelque chose. Ouais, mais là tu parles de pilotes open source. Si tu prends les pilotes propriétaires sous Linux, ça fonctionne. Eh ben malheureusement, Nvidia a quand même une petite, il a quand même pas assez, voilà, ils n'ont pas été assez, ils sont pas assez performants, c'est ça que je veux dire, par rapport justement à leur équivalent chez AMD. Donc prends l'équivalent chez AMD d'une carte graphique, une 1060, je fais référence par exemple à une RX 580 ou un truc pareil, eh bien tu as beaucoup plus de performance et beaucoup plus de flexibilité côté gaming avec du matériel AMD. D'accord. Malheureusement, alors est-ce que c'est encore d'actualité? Ben j'ai envie de te dire que manifestement c'est ce qu'on est encore en train de constater. Maintenant, à voir. Oui, parce que là, en principe, Nvidia, ils développent des drivers open source qui sont intégrés au noyau. Donc, on pourrait espérer que ça se passe mieux dans le futur. J'espère pour eux. Après, Je ne l'ai pas vu à l'open source experience Nvidia. Pardon. Et ils ont toujours eu du mal avec l'open source. Ouais, c'est ce que je me faisais comme réflexion aussi. Ouais. Venez les gens, on va vous convaincre. Intel vs AMD. Justement, là, j'ai absolument aucune différence notable à constater. Que ce soit avec un simple Ryzen 5 2600, j'ai des performances de dingue. Je me fais des jeux AAA qui sont sortis il y a même pas quelques semaines. Et à l'inverse, avec ici justement mon nouveau matos que je me suis offert, c'est-à-dire un 12400 de chez Intel, j'ai des performances tout aussi honorables. Je vais pas dire honorables parce que c'est vraiment, sinon ça je dirais que j'ai fait un mauvais achat. Non, c'est plutôt des belles performances. Que ce soit l'un ou l'autre, j'ai pas une différence à part proprement parler du jeu en soi. Donc pour moi, c'est une explosion de FPS et puis voilà quoi. Voilà. Et alors moi je vais parler d'un autre sujet parce que à un moment donné on avait des décalages sonores sous
Linux. Est-ce que c'est encore le cas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai aucun problème de ce côté-là. Tout va bien. C'est nickel. Et au niveau débit, connexion Internet, ça va? 56K, ça passe? Non Ouais, ça c'est un peu limite. Hein. On prend le petit vélo et on pédale à côté, mais ça va quoi. Ça va. Non, mais pour donner en fait un exemple tout bête, c'est que moi je constate que j'ai pas besoin de me prendre la tête pour la connexion de ma manette en Bluetooth. Je me souviens que par exemple, j'ai des problèmes avec la connexion de ma manette Xbox sur mes jeux Windows, hein, donc sur mon Windows à proprement parler, c'est un peu une galère où une fois de temps en temps je dois désappareiller, réappareiller. Et là, alors qu'à l'inverse, l'appareillage en Bluetooth, ça se fait mais instantanément. Le son, c'est parfait. En fait, j'ai un PC, il me permet de jouer exclusivement sous Linux. Il y a qu'un seul truc qui m'énerve vraiment, et aujourd'hui, j'espère qu'en fin de compte, là, c'est les éditeurs et les développeurs qui devraient y penser. C'est le côté multijoueur. On ne peut toujours pas, malheureusement, à cause du BattleEye, anti-cheat et compagnie, on peut toujours pas, en tout cas, jouer en multi sous Linux. Et si on y arrive, et si on contourne un peu le truc, on risque quand même le bannissement au cas où. Donc voilà. Merci pour ce retour. Très bien. T'en prie. À suivre. Librement Linux, la bulle audio des auditeurs. Ouais, la bulle audio, ça y est, on y est les gars, ça y est. Ouais. On a eu un petit retour d'un petit auditeur qui est pas du tout fan de notre podcast, mais qui a voulu nous faire un retour sur, vous savez, la distribution qui a tendance à faire virer Mac, et surtout son système d'exploitation, macOS. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a 01net, ou non, j'ai vu ça, une vidéo sur YouTube, en disant, cette distribution va vous faire acheter un Mac. Et cette distribution, c'est Asahi. Et c'est John qui nous en parle. C'est juste. Petit retour d'expérience en lien avec l'épisode 3 de la saison 2 de Librement Linux. Je vais vous faire un petit retour sur Asahi Linux. La version officielle maintenant est Asahi Fedora et elle fonctionne plutôt bien. Je l'ai installée il y a de cela quelques temps et effectivement, nous sommes le lundi 27 novembre. Et actuellement, seul le DisplayPort n'est pas disponible. C'est pas un problème en soi. Mon utilisation est simple. Je m'en sers en tant qu'ordinateur portable. Et donc, le DisplayPort est très peu utile. L'avantage de cette utilisation d'Asahi Fedora, c'est d'avoir l'avantage de l'autonomie et du processeur silicone avec une distribution Linux. Le son est maintenant disponible et voilà, il y a plusieurs environnements de bureau. Pour mon cas, j'ai gardé GNOME et j'ai sélectionné 5 gigas qui sont réservés pour Fedora. Attention, lorsque l'on fait cette manipulation, le démarrage par défaut devient Fedora. Il faudra rester appuyé sur le bouton d'alimentation du Mac pour rebasculer vers par défaut le démarrage sur macOS. Voilà. Merci John pour ce retour et n'hésitez pas si vous voulez nous faire un retour d'une expérience comme John. Voilà une petite bulle de 2 à 5 minutes, il n'y a pas de problème. On est preneur. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour, le Tux? Bon, c'est intéressant, mais j'achèterai pas un Mac pour autant. D'accord. Et toi Steve, tu passerais de Windows à Mac alors comme ça? Ouais, écoute, je suis tellement désespéré de Microsoft qu'à mon avis, oui, je suis prêt à tout. Vendre mon corps, vendre mon âme au diable, donc aller chez Mac. Non, je déconne, c'est pas vrai, pas du tout. Mais je trouve que c'est vachement intéressant, c'est que ça veut dire que maintenant, effectivement, on a cette possibilité de pouvoir exploiter une distribution Linux sur les Mac et manifestement, en plus de ça, on a carrément une distribution optimisée pour ça, quoi. Donc c'est cool, c'est très bien, très très bien. Ouais, il m'en parle souvent. Oui, excuse-moi, vas-y le Tux. Je disais, c'est bien, ça va casser le monopole. Génial, ouais. Parce que je crois que dans les nouveaux Mac, c'est un nouveau compliqué d'installer Windows. Ou c'est revenu à la normalité, tout ça, je sais plus. Aucune idée là. Parce qu'avant, quand ils étaient sous une technologie Intel, ça allait, mais là, maintenant qu'ils ont changé leur... de toute façon, maintenant, vu qu'ils sont sur Apple Silicon, si ta distribution n'est pas compilée pour cette puce, c'est mort, oui. Oui, donc après, je crois que Windows, c'est mort. Après, entre nous, franchement, tu achètes un PC portable, un Mac, tu vois, à 2500 boules, et tu vas y caler une merde de Windows dedans. Enfin, je veux dire, c'est pour te faire du mal ou quoi, là? Non, c'est pour avoir la puissance, et après, tu choisis le système d'exploitation qui te convient le mieux. Ah ouais.
C'est un peu comme, c'est comme quand t'achètes un PC, t'es pas obligé de prendre Windows à la base. C'est pas faux. Aujourd'hui, ils sont tous livrés avec Windows, mais t'es pas obligé, tu peux avoir Linux. Ouais. Bon, tu mettrais pas macOS, je suis sûr dessus. Mais... Ah d'accord, bon, ok. Non, je déconne. Hein. Très bien. Je vais aller me shooter au Doliprane. Je suis en train de planer, mais voilà, je suis à côté de mes pompes là. J'en peux plus. C'était Librement Linux, l'épisode du dimanche 10 décembre. Oh, on a fini avant 20h, les gars. C'est magnifique. Champagne. Champagne, ouais, champagne pour tout le monde. Non, bière, s'il te plaît. Bière de libre de Linux FR. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a pas plu, dites-le nous. Si vous a plu, dites-le nous aussi. Voilà, on est preneurs. Il y a vraiment pas de souci. Un petit retour sur le salon Matrix, génial, machin. Voilà. Bref, tout ce qui va bien, faites-nous en part. Également sur le site YouTube, de Steve. La chaîne s'appelle 513V3. Voilà, cherchez pas Steve. Ne vous embêtez pas avec ça. Cherchez 513V3. Vous tomberez sur la chaîne de Steve. L'épisode généralement t'as un petit décalage de combien de temps, de 4 jours, 5 jours, non? Ouais, c'est ça. Généralement, comme il est diffusé en prior d'abord sur le salon Matrix et sur les Mancasts, Ouais. donc on peut être 4 jours après, quoi. D'accord, très bien. Mais en tout cas, merci le Steve, merci Steve, merci le Tux masqué. Je télescope un peu tout. Merci de votre fidélité. Puis rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux. Bye bye. Bye bye. Et bye tout le monde. Bon, moi je peux te proposer éventuellement un grog de grand-mère, hein, tu sais, un vin chaud, mais plutôt que de le boire comme ça, je te le mets en intraveineuse carrément dans le carotide. Théoriquement, demain tu sors taper, tu sais, c'est sûr. Je dirais même pas non, la tête dans le seau, je dirais vraiment pas non. Enfin, à défaut, si t'es pas retapé, il y a quand même, de toute façon, des alternatives. Voilà. Ah, très bien, je note. Merci. Je t'en prie, c'est belge.